à ses débuts, des repères, de nous montrer un petit peu comment toi tu définirais cette structure. Voilà, donc je vais faire les choses très modestement, Oui. À mon niveau. Et voilà, ce qui me semble, c'est que la littérature, elle ouvre des horizons et elle interroge le réel à travers trois prismes. Il y a d'abord une dimension universelle, qui est un peu le commun de tout le monde, et qui tourne autour des questions essentielles, la vie, la mort, comment vivre, comment mourir, et que l'on peut rattacher donc à la fois le pouvoir et l'amour. Alors après, il y a la dimension individuelle de l'écrivain qui porte donc notre humaine condition à travers sa propre sensibilité. Et enfin, le troisième prisme, c'est celui du lecteur, vous, moi, qui, en lisant l'œuvre, d'une certaine manière, la réécrit en fonction de sa propre humanité et qui, de cette manière-là, rencontre l'humanité de l'autre. Il n'est tout à fait un autre, il est tout à fait lui-même. Voilà, donc en ce sens-là, il est à la fois l'autre, il est lui, et puis il est moi. Donc partant donc, de ma propre lecture d'une œuvre, j'ai donc essayé modestement de reconstruire les champs qui nous avaient ouverts. Alors en premier lieu, je vais partir d'une question qui l'agace, je sais, et qu'on lui a souvent pensé, qu'on lui a souvent posée, êtes-vous un écrivain corse? Voilà. Donc la question... Ne consigne pas trop. Hein. C'est aussi un peu polémique. Donc la question, elle n'est pas franchement innocente, et il faut le replacer dans le débat littéraire. Donc par Corse, bien souvent, on veut dire régionaliste, et par régionaliste, on veut dire local, ce qui est forcément réducteur. Mais c'est aussi une autre façon de lui demander s'il est porteur d'une revendication identitaire. Bref, on lui cherche des étiquettes, puis on le somme de choisir. Mais choisir, c'est aussi quelquefois abandonner, et donc, parfois s'amputer. Voilà. Ce à quoi il se refuse, et il répond, comme beaucoup d'écrivains, que finalement il écrit d'abord pour lui. Voilà. Donc lui, en même temps, il vit, il respire, il sent, ici maintenant, donc dans ce territoire, il est porteur de toutes les angoisses qu'on a nous aussi, porteur de tous nos espoirs. Donc en ce sens-là, ses préoccupations et ses angoisses, bah, c'est aussi les nôtres, qui vivons en même temps que lui ici. Voilà. Donc en fait, il me semble que ce que l'on retrouve dans son œuvre, ce sont donc des préoccupations qui nous intéressent tous. On voit par exemple la prégnance de la guerre d'Algérie. On sait que la guerre d'Algérie est importante pour la Corse au niveau de ses répercussions. Mais on voit aussi par exemple dans Balco Atlantico la guerre entre nationalistes qui a aussi marqué fortement la Corse. Et puis on retrouve aussi dans un autre de ses livres, dans Le Secret, un personnage, le personnage d'Antoine, qui revient en Corse après une expérience tout à fait calamiteuse à Paris. Là aussi, on retrouve Paris vers laquelle très souvent les Corses se tournent quand même. Voilà, donc c'est tout ça qu'on retrouve dans son œuvre, et on pourrait multiplier en fait les exemples qui montrent que la Corse, elle irrigue très profondément son œuvre et ses romans. Je pense que pour lui, c'est ni un prétexte, ni une façon d'apporter une couleur locale ou du pittoresque, hein, ce qui est souvent le cas dans l'histoire littéraire, quand on qualifie une œuvre de régionaliste. Voilà, ça c'était donc le premier point. Autre champ qui m'a intéressé, qui est ouvert donc par l'univers qui est présenté donc par ce roman, c'est tout l'aspect tragique, tout le monde en a parlé, je pense, hein, de tout l'aspect tragique de son œuvre. Alors le tragique, je le vois d'abord au niveau de ses personnages, et ce qu'on peut constater, c'est que ces personnages sont très profondément seuls. Voilà. Seuls, et en même temps, ils sont tiraillés constamment entre des aspirations contradictoires. On retrouve souvent la pureté, l'animalité, l'innocence, la culpabilité. Et pour moi, ça représente un peu ce que Baudelaire, en d'autres temps, appelait un peu la tragédie de l'homme double, c'est-à-dire la créature déchue et qui est objet perpétuel d'un conflit entre le ciel et l'enfer. Et il y a dans tout homme, à toute heure, là je me permets de lire parce que je ne la connais pas par cœur, donc il y a dans tout homme et à toute heure deux postulations simultanées, l'autre vers Dieu, l'autre vers Satan. La vocation vers Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade, celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Pour Jérôme Ferrare, il me semble que la posture est plus métaphysique que religieuse, et j'ai toujours l'impression qu'elle écrase les êtres dans une sorte de mélancolie tragique qui est tantôt poétique, tantôt philosophique, dont ils n'arrivent jamais à se sortir. Un peu, ils ont la tête vers les étoiles, mais on dirait toujours qu'il y a un boulet qui les retient vers la terre. Voilà. Donc ils sont en quelque sorte englués. Peut-être parce que, comme le disait Pascal,
à vouloir trop faire la bête, à vouloir trop faire l'ange, on fait la bête. Voilà. Et évidemment, ça nous tire vers le titre même d'une de ses œuvres, Un Dieu, un animal. Voilà. On pense aussi au héros de Balco Atlantico Campana, qui était donc un militant nationaliste, pur, dur, mais qui en même temps ne peut vivre sa relation avec la femme qu'il aime que sur un mode fantasmé, un peu platonique, pervers. De là à dire que ce que l'on voit là, c'est la condition tragique de l'homme sans Dieu, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais quand même. Voilà. Ce que l'on peut affirmer cependant, c'est que l'ombre de Dieu plane constamment. Alors on la retrouve donc dans les références constantes à la Bible et aux textes sacrés, et très souvent, donc quasiment dans trois de ses œuvres, la référence à Matthieu. On retrouve dans Le Secret et dans d'autres œuvres encore. Voilà, donc j'avais un passage, mais je ne sais pas si je vais le lire. Pourquoi pas? Voilà. Oui, si tu le trouves... Oui, mais... Simplement, je voudrais simplement faire une petite citation qu'on trouve à la page 33 et que je trouve vraiment significative. Ne pouvoir se passer de Dieu et être incapable d'y croire à quelque chose d'atroce. Voilà. Je trouve que c'est vraiment significatif du vécu, des angoisses de certains de ces personnages. Et puis, un autre aspect, il y a une représentation de la mort qui quelquefois est aussi très baroque. Alors là, il y a une très belle page au début du livre, dans Le Secret, que je lirai peut-être tout à l'heure. Si tu veux, ou même maintenant, on y va. Peut-être je vais faire le tout, après je l'ai fait. D'accord, oui, voilà, continue ton... Ah, il y a des morceaux extraordinaires sur ce livre. Dans Le Secret, on le roi des coups. Hein. Voilà. Alors, ça c'est donc pour un point. Alors, ce qui frappe aussi donc, dans les récits, alors toujours dans ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est la tragédie de l'homme double, comme on vient de le dire, mais aussi c'est l'absurdité en fait l'absurdité d'une existence qui est privée de sens. Alors les mystiques diraient d'un sens. Là aussi, donc, on va retrouver le personnage donc, du capitaine de Gorsk, dans Où j'ai laissé mon âme, qui avait été, donc, durant la Seconde Guerre mondiale, ça avait été un résistant. Donc, il avait été torturé. Et lorsqu'il se retrouve au moment de la guerre d'Algérie, les rôles s'inversent. Et c'est lui, cette fois, qui devient le bourreau et le tortionnaire. Voilà. Et donc là, toujours puisqu'on parle de tragique, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est ce que l'on appelle l'ironie du sort ou l'ironie tragique, justement. C'est ce retournement. Et ça va même un peu plus loin, puisque il dit lui-même, il veut faire parler, donc c'est toujours dans Où j'ai laissé mon âme, il veut faire parler le jeune militant communiste, Clément, et pour le faire parler, donc il faut qu'il trouve le point à faire fléchir. Et il dit, il n'y a pas que la souffrance physique. Trouver la clé, il y a toujours une clé. C'est horrible. C'est-à-dire que, en plus, le personnage, le jeune communiste, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi féroce avec lui, hein, parce que je trouve qu'il est, dans le livre, il est féroce avec Clément. C'est un peu l'image de ce qu'il a été, idéaliste, etc., et qu'il n'est plus. Donc ça, c'est un autre aspect. Alors, est-ce à dire à la suite de ça que finalement, l'histoire ne nous apprend jamais rien, et que toutes les valeurs, que ce soit le courage, le patriotisme, la fierté, l'humanisme, que toutes ces valeurs sont relatives. Alors, toujours de Gorce le chrétien, il s'empêtre dans ses contradictions morales, et son sentiment de culpabilité ne débouche que sur des gesticulations de mots, des états d'âme qui tournent à vide. Alors, il a du respect, certes, pour Tahar, qui est le chef donc, du FLN, mais en même temps, il accepte complètement la torture. Il ferme les yeux et l'accepte. On songe, évidemment, avec ce personnage, au personnage de Clamence dans La Chute de Camus, qui dit « Nous sommes à peu près en toutes choses ». Alors, est-ce que ça veut dire aussi qu'on serait condamné à n'être que dans l'approximation, dans la médiocrité, parce que dans l'inaction? C'est un autre aspect. Enfin, c'est plus très long. Donc le temps, vous savez que Marie-France,
Elle nous minute. Hein. Non, quand c'est intéressant, je voulais savoir. J'aurais pas dû le dire. Elle l'a même écrit sur le site. Hein. Ah oui, 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 attendez. S'il n'y a pas de rigueur, il n'y a plus de bonheur. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait une cachade qu'on peut immortaliser. Eh oui, en plus, c'est vrai. Voilà, donc autre champ ouvert par Jérôme, le temps et la mémoire, qui me semblent aussi deux thèmes aussi intéressants. Alors en soi, ces deux thèmes n'ont absolument rien d'original. On les retrouve quasiment dans toute la littérature. Ce qui est original, c'est la manière dont Jérôme Ferrari en fait les conjugue à travers sa narration et dans un rythme qui est souvent ternaire. Alors dans Balco, il y a trois époques donc, qui s'entrelacent, qui forment une sorte de boucle, et l'auteur recompose de cette manière-là le temps. Alors on trouve 2000, c'est tout au début, au moment donc de l'assassinat de Stéphane Campane. On retrouve ensuite, donc on retrouve l'année 2000, c'est au début et à la fin du roman. Ensuite on retrouve une période qui va de 85 à 91 avec donc l'assassinat des deux Tunisiens, et enfin les années 91 à 96 qui est la lutte donc des nationalistes. En fait, c'est dans ce parcours morcelé de la mémoire que s'inscrit la recherche de la vérité sur la mort de Stéphane Campane, qui est un responsable nationaliste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, dans Où j'ai laissé mon âme, on retrouve encore le chiffre 3. Alors peut-être que Jérôme nous dira s'il y a une valeur symbolique. Hein. Donc, encore trois époques qui s'entrelacent. Donc, on a 1957 et la guerre d'Indochine, où Andréane et De Gors s'étaient connus. Ensuite, il y a la guerre d'Algérie, donc pendant la période pendant laquelle Tahar a été torturé, il est pendu, et sur une durée resserrée de 3 jours, pendant lesquels, en fait, se noue véritablement la crise, comme dans la tragédie. Voilà. Alors ensuite, on a aussi, donc, on retrouve ce même entrelacement des époques dans Le Secret, où il y a 1742, si je me souviens bien, 1993, plus des retours en arrière. Voilà. Alors, pour terminer sur la période donc, où j'ai laissé mon âme, la troisième période, c'était 1961, le procès de l'OAS, hein, et qu'Andréane y considère donc comme une renonciation, en fait une trahison. Voilà. Alors, il me semble que cet entrelacement donc, des époques, ces époques qui se recoupent, qui se recouvrent parfois, etc., eh bien, je la vois moi un peu comme une façon de montrer la complexité des êtres qui se font et qui se défont donc face à la réalité. Je pense que ça permet aussi de lier le factuel et l'universel, l'individuel et le collectif. Voilà, donc il me semble que c'est un sens qui se construit, et la narration, qui est apparemment désordonnée en fait, met un ordre dans tout ça. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ça rejoint peut-être que ce que certains d'entre nous, ce que je cherche moi en tout cas, lorsque je vois une œuvre de littérature, c'est qu'elle réponde, pas forcément à toutes les questions, mais au moins à la quête de sens qu'on peut vouloir trouver au monde dans lequel on vit. Et je pense que dans ce sens, ou dans cet espace-là, il interroge la réalité, il apporte peut-être pas de réponse, mais en tout cas, il amène à questionner cette réalité, c'est intéressant. Voilà, donc tout n'est pas tragique dans l'œuvre de Jérôme, et il y a des pages absolument lumineuses. Alors c'est au sens propre et au sens figuré. Il faudrait, je pense, consacrer tout un... On lui rendra peut-être hommage, mais il est encore jeune quand même, hein. On ne va pas non plus... L'université va s'en emparer quand même. Hein. Il va y avoir des thèses. Je vais bientôt m'arrêter, hein, parce que bon, pas trop quand même. Hein. Voilà. Mais donc sur le style, qui est effectivement très beau, et qui oscille constamment donc, entre prose, poésie, mais aussi entre littérature et philosophie. Et c'est intéressant. Voilà. Donc il faudrait, je pense, s'y intéresser davantage, mais ça, j'espère bien que quelqu'un d'autre le fera. Des étudiants. Voilà.
Et je voulais simplement ajouter que finalement, c'est quelqu'un qui interroge, ma foi, avec beaucoup de talent, l'ensemble des problèmes de la société, à la fois les problèmes individuels, les problèmes d'éclatement de l'individu, mais aussi tout ce qui touche, en fait, y compris la politique ou la morale. Voilà. Merci Ivana. Brièvement et modestement, as-tu dit, c'est une très bonne étude, c'est une très bonne approche. On va quand même demander à Jérôme qui veut trémaler sa chaise par là.